Eh bien, chers amis auditeurs et chers amis téléspectateurs, on est très heureux de vous retrouver pour la numéro 2 des experts auto arrive sur Maxi, 107.1, 107.3 FM. Je pense qu'on peut applaudir la numéro 1 qui s'est très bien passée. On est super contents. Donc on est heureux de vous présenter avec la bande AJM donc cette émission sur Maxi Martinique, vous l'avez compris. Également filmée sur la chaîne TV de grandautomobile.fr, la chaîne TV où 1 900 000 vues. Ça veut dire qu'on fera 2 millions de vues au mois de juillet sans doute. Donc là on fera une super émission. Bien sûr. Hein, et on fera un truc d'enfer là-dessus. On va fêter ça. La chaîne GT Auto bien sûr sur YouTube. Donc cette émission vous est proposée grâce à nos partenaires sans qui rien ne serait possible, vous le savez. Je veux parler de Maxi bien sûr, notre diffuseur, l'hôtel Batelière qui nous reçoit si gentiment, Audi Martinique, du Crédit Mutuel Anti-Guyane et de Speedy, vos 5 centres de réparation automobile en Martinique. Bah donc chez Speedy. Voilà, on a déjeuné avec lui aujourd'hui, avec Hervé Rouas, on est super content de l'avoir avec nous dans l'équipe. Alors aujourd'hui on va aborder le marché des véhicules d'occasion en Martinique, on va parler vélo et la relation entre cyclistes et automobilistes qui n'est pas toujours au beau fixe d'ailleurs. On verra tout à l'heure parce qu'on va recevoir M. Marie-Sainte, grand spécialiste du cyclisme tout à l'heure grâce à Léonore. On recevra aussi tout à l'heure Joanne Petitpré, directeur de Toyota, mais aussi de Suzuki et de Lexus en Martinique. Et on vous donnera notre avis sur la petite citadine qui a conquis le cœur des Martiniquaises et des Martiniquais, mais pas seulement, puisqu'elle a été élue voiture de l'année 2021. C'est Jimmy qui s'y est collé d'abord, et après toute l'équipe l'a essayé. Ouais. Donc tu vas nous donner tout à l'heure ton avis là-dessus, et puis chacun pourra s'exprimer sur cette petite voiture. Une des caractéristiques quand même, c'est sa consommation, 3,8 litres au 100 km, 97 grammes de CO2 au 100 km. Bon, c'est une voiture quand même qui a une belle performance. Hein. On y revient tout à l'heure avec plaisir. Enfin, nous parlerons formation et course automobile en Martinique avec notre ami Thierry, en sachant qu'il y a peut-être du nouveau. On va le voir, il y a encore un peu de suspense. Mais on peut imaginer que les courses vont reprendre. Et franchement, il est temps. Hein. On attend ça avec impatience. Voilà. Steven Rosman nous rejoint tout à l'heure, il est un petit peu en retard, donc c'est pas méchant, on le verra tout à l'heure. Rappelons aussi à nos auditeurs téléspectateurs que nous sommes à l'orée de la Coupe d'Europe des Nations, donc le 11 juin, en sachant que le 15 juin, l'équipe de France joue contre l'Allemagne, c'est quand même un match hyper important. Eleonore, tu regardes un peu le foot ? Oui, ça m'arrive pour les grandes rencontres. Ouais, donc tu vas regarder France-Allemagne ? Oui, avec plaisir. Bon, le problème, c'est pas un problème, c'est que j'adore l'Allemagne. J'ai passé plusieurs séjours, donc je suis pour les deux équipes, moi. Tu sais ce qu'on dit des Allemands, hein, c'est 11 joueurs qui jouent au football et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Donc voilà. Jimmy, tu vas regarder un petit peu ? Oui, je pense, ouais. Je vais m'organiser pour, c'est ça. Ouais. Thierry, mordu ? Oui, mordu, ouais. Il y a pas mal d'équipes cette année qui vont sortir du lot. Néanmoins, bon, avec l'emploi du temps, on verra comment on fera pour regarder les matchs, mais normalement, ça devrait bien se goupiller en fait. D'accord. Mélodie ? Moi, j'attends le tournoi des 6 majors en Martinique, qui commence demain d'ailleurs. Et qui commence demain, effectivement. Voilà, donc quand on dit demain, nous, notre émission, alors elle va passer déjà d'une semaine, mais c'est pas grave. Qui a commencé le 5. Tout à fait. En tout cas, sachez une chose, c'est que dans les joueurs de l'équipe de France de football, il y en a un qui vient d'arriver, c'est Benzema. Depuis 5 ans, il ne jouait pas. Hein, en fait, il a toujours dit, il était toujours en bleu, il espérait. Et puis bon, le temps a fait que, voilà. Il avait des petits mots avec Deschamps, il y a eu des petites bricoles et tout. Mais enfin, il revient, ça fait plaisir. On a vu le premier match, ça a plutôt bien passé malgré le penalty raté. Mais il faut savoir que Benzema, c'est un spécialiste de la super belle voiture et qu'il a il a 5 ou 6 modèles extraordinaires dans son garage, dont des Bentley. Il a vraiment, il a des Ferrari. Est-ce que vous connaissez le salaire de Benzema? C'est à peu près le même que le mien, donc Léonore, tu connais le salaire de Benzema au Real de Madrid? 2000 € sur l'année. Sur l'année. Non, aucune idée. Je pense que ça dépasse. Une centaine de millions d'euros, je pense. Une centaine de milliers d'euros? 2 millions. 100 millions d'euros. Sur l'année? Sur l'année, ça fait dit. beaucoup quand même. 100 millions, ça fait beaucoup. Hein. Ça dépend si tu prends les partenaires. Aux alentours de 30-35 millions d'euros. 30-35 millions d'euros, Mélodie? J'ai vraiment pas la notion. Je sais pas. Allez, 12 millions. Des centaines de milliers. Ouais, allez, c'est 10 millions d'euros. Ah, j'ai dit 10 millions. Bon, avec 10 millions d'euros, on peut s'acheter une petite Ferrari, 1,2 million de temps en temps. Tu veux dire, bon, ça fait pas de mal au porte-monnaie. À titre de comparaison, Neymar, c'est 1500 € par heure. Oui, bon, bah voilà. Bon, bah, c'est une belle comparaison. Il faut savoir que derrière ça, il y a Cristiano Ronaldo qui va rencontrer d'ailleurs dans les matchs. On l'espère d'ailleurs. France-Portugal, ça va être sympa aussi. Lui, c'est pareil. Hein, il a un super beau garage. Alors, le salaire, je ne vous le donne pas, mais c'est à peu près identique, pas loin. Mais il a un super beau garage aussi. Alors, est-ce que vous savez ce que sa femme, écoutez bien les mesdames, ce que sa femme lui
a acheté en dernière voiture, ce qui n'est pas une voiture, qui est une voiture exceptionnelle bien sûr, mais je veux dire qui n'est pas en termes de prix exorbitant. La Yaris électrique. Ça aurait pu être la Yaris, ouais, effectivement. Donc alors, qui sait ou pas? Non. C'est une supercar? Non, c'est pas une supercar. Bon, je vous le dis, donc sa compagne, sa femme, lui a acheté une AMG 63, une Mercedes AMG 63, valeur 180 000 €. Bon, enfin, je trouve ça très très beau comme cadeau. Moi, j'attends ma copine de sa patience. Et qu'elle m'offre une petite AMG. Bon, enfin voilà, tout ça pour dire que donc on attaque la Coupe d'Europe, donc à fond la France, à fond l'équipe de France bien sûr. Sachez que Mbappé n'a pas de permis de conduire encore, il va le passer, mais qu'il a une Ferrari. Il a une Ferrari 486 000 €, sachez-le, et qu'il est amené au match par un chauffeur. Donc qui nous la donne alors, hein, ça aurait pu être toi, Jimmy, mais Kylian, si tu m'écoutes, je suis disponible. Mesdames et messieurs, donc merci franchement d'être avec nous. Merci aux téléspectateurs qui nous regardent sur GT Auto. Merci aux auditeurs de Maxi. Et on attaque tout de suite notre émission. Mais avant ça, bien sûr, il faut vous présenter nos chroniqueurs une nouvelle fois. Même si je l'ai fait longuement la dernière fois, mais c'est pas suffisant. Il y a des gens qui se sont plaints, vous déjà, et puis d'autres se sont plaints en disant oui, mais on ne connaît pas assez Éléonore, mais qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, les mélodies, où elle habite, le numéro de téléphone de Jimmy. Alors tout ça, je réponds avec donc cette nouvelle présentation. Et on commence bien sûr par les femmes, et on commence par Éléonore. Donc voici, mesdames et messieurs, la plus chroniqueuse des Miss Sécurité Routière, la plus sportive des jeunes femmes éco-responsables de notre île. Et oui, mesdames et messieurs, car cela fait longtemps que cette égérie de la bonne conduite sait courir après le tri entre les gens chelous et les gens bons, entre les bons et mauvais conducteurs et conductrices, bien sûr. Elle est belle, électrisée par nature, et de nature à vous électriser. Voici dans la bande AJM, encore et encore, Éléonore. Merci Jean-Marc, j'adore. On passe à Mélodie. Mélodie, elle propose les mots d'ici et les mots d'ailleurs sur Maxi Martinique. Derrière son micro se bousculent toutes les stars locales du savoir créer et du savoir-faire martiniquais. Toutes les radios de la Caraïbe la voudraient dans leur morning pour enfin faire du vrai journalisme local. Elle est belle, elle est jeune, elle fait partie de la jeunesse positive de notre île. Elle était pressentie au service de presse de l'Elysée, mais elle a choisi la bande AJM. Mesdames et messieurs, voici à l'orée des mornes et derrière un sourire enivrant, Mélodie Missig. Il arrive sur le plateau, le voici, regardez-le, il est beau, il est grand, il est fort. Voilà, regarde, il s'installe en live. Ah mince. Il faut savoir que Steven est hyper équipé, non mais c'est hyper occupé, c'est pas grave Mélodie. D'accord. Justement Steven, eh bien écoutez, Steven, il est l'Alain Prost des rallyes aux Antilles, le Sébastien Loeb des courses locales, le big boss des pole positions, avec à côté de lui Thomas Zéline, mais devant lui des routes à ouvrir sans jamais personne à doubler. Ses amis et concurrents redoutent la DS3R5 et la piqûre de la guêpe. Quand Steven s'aligne sur les départs d'un rallye avec sa monture, ici ou ailleurs, on raconte qu'il n'y a que des jeunes femmes en fleurs. Et qu'il y a plus de jeunes femmes en fleurs que de glacières au bord du circuit fermé. Mesdames et messieurs, notre champion des rallyes, Steven Roseman. Ça fait plaisir d'être là. En plus, c'est l'anniversaire de sa petite aujourd'hui. C'est ça. Donc il fait un effort considérable pour être avec nous. Oui. Et évidemment, il y avait parfois des affaires familiales qui sont très urgentes et importantes. C'est le cas. Elle a 4 ans, je crois. Exact. Alors, tu lui fais plein de bisous pour nous. Puis on te lâche le plus vite possible. Il n'y a pas de souci. Pour aller fêter ça, Steven. Merci d'être là en tout cas. Il a véhiculé les plus grandes stars en Martinique, le chauffeur privé le plus coté de Martinique justement. Sa voiture se transforme à volonté en robot destructeur ou en salon privatif pour les chefs d'entreprise du monde entier de passage en Martinique. Il sait tout des secrets des stars mais ne balance jamais. Il avait le choix il y a encore quelques semaines entre devenir chauffeur privé pour Arnold Schwarzenegger ou chauffeur privé pour Vladimir Poutine, mais il a préféré la bande AJM et les essais pour grandautomobile.fr. Mesdames et messieurs, Jimmy Thomas. Bon, c'est une présentation un peu exagérée, mais elle est pas loin de la vérité quand même. Mais Vladimir m'a quand même appelé. Il t'a appelé, bon bah tu vois, ça me rassure, donc voilà. Alors maintenant, bien écoutez, non, ce n'est pas un Mirage, pas plus un Rafale ou un Alpha Jet. Il est pourtant le plus grand porteur, j'ai bien dit le plus grand porteur, de formation dans le domaine de la sécurité des courses automobiles en Martinique et ailleurs. Passionné, donc vous l'avez compris, d'aéronautique et de courses automobiles, fan de camions et pilote de bus, émérite, bientôt sûrement capitaine de frégate. Hein, je crois. Voici le roi de la formation, le boss des directeurs de course, le plus grand nounours célibataire de la bande AJM, mesdames et messieurs, Thierry Tumerville. Et si ça va pas, tu peux me le dire, hein, c'est pas un souci. Hein. Il adore. Alors écoutez, bah voilà, vous connaissez donc maintenant l'ensemble des chroniqueuses et des chroniqueurs. Bah, vous commencez à les connaître. Déjà, on est à la deuxième, ça va défiler vite. Vous allez voir.
Et on attaque donc cette émission avec une première rubrique qui concerne le vélo et le partage, on va dire, de la route, on va dire, avec les cyclistes. Tout à fait. Pour ça, bien sûr, c'est Éléonore qui s'y colle. Et bah, tu vas tout nous dire. On est là, on t'écoute. Alors bonjour chers auditeurs, aujourd'hui je vous propose de prendre la route avec des passionnés de l'asphalte et des chemins sinueux. Ceux pour qui les mornes, la vitesse et l'effort sont une véritable motivation de se lever aux aurores. Ceux pour qui sueur rime avec bonheur, n'est-ce pas Jimmy? Nos irréductibles et courageux cyclistes de Martinique. Les sports cyclistes jouissent d'un véritable engouement du public. Malheureusement, vous avez pu le voir, comme la plupart des compétitions, elles ont été suspendues du fait du Covid. Et donc, tous les entraînements ont dû se faire entre des compétitions qui n'étaient pour le moment reportées. Et là, on espère que ça va reprendre au plus vite. C'est donc dans ce contexte que le sport outre-marin a été secoué dans ce début 2021 par deux événements tragiques. Le premier ayant eu lieu en Guadeloupe, avec une séance d'entraînement de monsieur Lucas Arstan qui y a trouvé la mort. Il n'avait que 17 ans et à ce moment-là, une voiture est passée, a voulu doubler, s'est impatientée et a renversé le cycliste qui est décédé. Là, on pense vraiment à la famille quand même. Hein. Tout à fait. Vraiment une vraie catastrophe. Hein. Ce triste événement a malheureusement fait écho à un autre événement tout à fait similaire qui s'est un peu mieux terminé en Martinique, sur la route du François, avec un autre cycliste qui s'appelle donc Michael Laurent, qui a été heurté de plein fouet. Alors lui, il a eu traumatisme facial, dents brisées, de nombreuses blessures aux membres. Et c'est suite à ça que justement il y a eu un mouvement, une connivence entre les différentes associations ainsi que le public qui s'est révolté et qui a vraiment été dans l'émotion suite à ces différents accidents et qui ont décidé de défendre le partage de la route. Alors, ce triste événement, malheureusement et heureusement, a provoqué colère et émotion. Et nous pouvons aussi nous dire qu'il faut sortir la tête du guidon. Mais comment ? Il y a des questions qui se posent, effectivement. Oui. La route est-elle plus dangereuse pour les cyclistes que pour les autres usagers? Parce qu'on y pense souvent, quand on prend son deux roues motorisé, on sait qu'on court un danger. Ça, on l'entend souvent dans les politiques publiques. Mais le vélo en Martinique, si on fait un constat, il est peu utilisé pour les loisirs et le déplacement domicile-travail. C'est une chose qui est très pratiquée en métropole ou même dans les pays du nord de l'Europe, mais finalement très peu en Martinique, avec peu de voies qui sont aménagées, souvent avec une topographie, de l'altitude qui empêche cela. Et puis il faut penser aussi aux températures élevées qui peuvent démotiver les travailleurs. Voilà, et beaucoup d'arguments tels que la sécurité. Alors j'ai pris quelques chiffres pour vous donner une idée. Donc bien sûr on est susceptible d'avoir un accident en vélo, mais on s'aperçoit que finalement les cyclistes touchés par les accidents mortels ne représentent que 3% des accidents. D'accord. Vous voyez, contre 6% en métropole. D'accord, c'est rassurant. Donc voilà, c'est plutôt rassurant. Ratio, avec un ratio. Peut-être qu'aussi on a des cours, enfin on a des gens qui pratiquent le vélo plus le week-end que la semaine. Oui. Alors qu'en métropole il y a la semaine qu'il faut rajouter. Après, que ça soit week-end ou en semaine, je pense que en fait ils sortent beaucoup en groupe en fait ici quand tu regardes. C'est plus protecteur en fait. Voilà, ça il y a la voiture derrière la plupart du temps. Voilà. Parce qu'en métropole, alors, avantage c'est que tu as des pistes cyclables, mais ils sortent, tu peux sortir au sol, faire ton vélo ou comme tu disais aller au travail. Ici, bon, ben, c'est plus en... C'est vrai que les infrastructures, enfin, ils ont mis un vélodrome à Ducos, bon, les gens ne l'utilisent pas vraiment. Non, parce qu'il est trop petit, malheureusement. Exactement, ouais. Mais de toute façon, c'est pour ça qu'il faut différencier bien différentes activités à travers le vélo. Oui. Il y a le sport cycliste, des passionnés qui s'entraînent le week-end, le loisir et le moyen de transport pour aller au travail. Donc, au niveau Martinique, cela représente 4 tués en vélo contre 47 en moto ces 4 dernières années. Ouais. Donc finalement, si vous avez peur en moto, prenez le vélo, vous ne faites pas la même distance. Alors si les chiffres sont bas, cela s'explique en partie par un recours finalement peu répandu du vélo. Et on peut se demander comment on pourrait, dans une société où on parle de transition écologique, de volonté d'utiliser des modes doux, agir sur ce facteur. Alors moi je suis pressé de recevoir tes invités pour leur poser 2-3 questions parce qu'en fait on se rend bien compte aujourd'hui en Martinique que finalement la responsabilité de la sécurité en vélo elle incombe énormément à celui qui pratique le vélo. Tout à fait. Et à ceux qui pratiquent le vélo pour revenir à ce que dit Rosman. C'est-à-dire qu'effectivement vous pratiquez le vélo en club ou entre amis et c'est eux-mêmes qui mettent la sécurité en place. Si on se rend bien compte que c'est compliqué de faire du vélo en Martinique, c'est très compliqué, il n'y a pas de piste cyclable. Je me suis acheté un vélo au mois de mai avec les collègues et en fait on va plus
plus dans les sentiers battus que Oui, sur la route. c'est ça, on a plus Ouais, tendance tout à à faire fait. du VTT finalement que Voilà, du c'est vélo. ça. Mais Ouais, t'as un peu le plus de loisir. sécurité, Ah c'est oui, sûr. tout à fait. est-ce que vous savez que le vélo, c'est le premier sport en Martinique, hein, c'est le premier sport dans le cœur des Martiniquais, c'est le premier sport après le football. Hein. Mais il y a Enfin, pas avant Qui le est porté football. par des événements annuels qui sont très attendus. Très important, on va en parler d'ailleurs. Et on espère que ça va revenir Alors, rapidement. on reçoit tes invités avec plaisir. Oui, bonjour. Allez, on fait une petite pause. Monsieur Marie-Sainte. Parce que donc chez nous, c'est tout en comme ça, voilà. Donc du coup, venez vous asseoir ici, voilà, Monsieur Marie-Sainte, voilà. Monsieur Flavien. Voilà. Ah ouais? Bah sinon, attends. Alors, pendant que ces messieurs s'installent, je voulais préciser qu'actuellement, la délégation à la sécurité routière a mis en place une politique qui s'appelle la route se partage. La route se partage, c'est quoi? En quelques mots, c'est se dire qu'on est tour à tour des usagers de la route, que ça soit vulnérable ou protégé dans une voiture. Ouais. Un jour, vous êtes automobiliste, le lendemain, vous pouvez être cycliste. Donc finalement, essayer de faire preuve de civisme et adopter les bons comportements, c'est aussi se dire, le jour où je suis pressé, ça peut être moi qui peut être blessé le lendemain. Tout à fait. Donc c'est Tant vraiment pis. important. Attendez, moi je me permets encore une fois de jouer les candides, mais bien sûr je vais vous laisser la parole, ne vous inquiétez pas. Hein. Mais je veux dire, il y a quand même une question de bon sens. Enfin, moi je suis conducteur depuis des années, j'ai toujours appris à m'écarter d'1,50 m minimum, de mettre mon clignotant déjà. Beaucoup de gens ne le font pas. Mettre le clignotant pour prévenir les gens de derrière. Attention, devant, il y a quelque chose, donc je vais doubler. Tout à fait. Je franchis puisque j'en ai le droit à la ligne blanche, je prends un écart vraiment suffisant. S'il n'y a personne en face, je peux prendre 2 mètres. On est sûr de ne pas avoir de problème. On est sûr de ne pas avoir de problème. Donc voilà, je crois que c'est une question de bon sens d'abord. Donc Tout à réveillons fait. le bon sens Et ce avant bon... toute chose. Oui, excuse-moi. Hein, Ce vas-y. bon sens est d'ailleurs porté par le Tour de France, puisque la route se partage est vraiment plébiscitée par les organisateurs. Donc, il n'y a pas que le Tour de France, il y a aussi les événements qui se passent en Martinique. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai vraiment le bonheur et l'honneur de recevoir 2 personnes membres de Madinina Bikers qui ont décidé de mouiller le maillot et de passer à la vitesse supérieure. Alors tu peux nous rappeler les noms, c'est monsieur Marie-Sainte, et monsieur. Flavien. Et on les applaudit bien fort. Ils sont dans les experts auto. Merci les amis. Bienvenue. Alors, je vais me faire un plaisir de vous présenter en quelques mots pour que les auditeurs sachent à qui ils ont affaire. Donc, Monsieur Marie-Sainte, vous êtes le président fondateur de Madinina Bikers, association créée en 99. Vous étiez VTTiste à la base. Vous avez même participé au championnat de la Caraïbe et contribué à développer le sport cycliste dans toutes ses catégories en Martinique. Vous êtes un leader passionné et un travailleur au grand cœur. Cet investissement de longue haleine permettra à votre structure d'être désignée en 2013 premier club cycliste de France. Bien, bravo là aussi. Eh Moi, je oui. suis désolé, mais j'applaudis. Bravo monsieur Marie-Sainte. Précurseur, vous développez notamment la filière handisport en vous associant à des sportifs de haut niveau ayant subi des accidents. En parallèle, votre association devient une référence en matière de triathlon en Martinique. Bravo. Votre projet est devenu grand et peut se targuer d'employer des salariés et des vacataires. À vos côtés, Monsieur Flavien, grand connaisseur du domaine cycliste, vous êtes champion de VTT et un habitué des compétitions et des entraînements. Votre témoignage en tant qu'usager vulnérable et salarié de l'association va permettre de mieux comprendre les enjeux qui résident sur notre territoire. Merci d'être là en tout cas. Et puis on y va, c'est parti, ça fuse. Alors, allons-y, suite aux les accidents tragiques qui sont survenus en début d'année que j'ai pu évoquer au début de ma chronique, je voudrais savoir quelle a été la réaction au sein de votre association, des membres et des organisateurs. Ben, déjà, on a été, enfin voilà, on est touché. Il faut savoir que le cyclisme, c'est comme une grande famille. On se connaît tous, on se côtoie tous. Donc voilà, on a essayé d'être bienveillant au maximum, de prendre des nouvelles, de savoir, voilà, de faire le maximum en tout cas pour être auprès de la famille et puis d'eux-mêmes, des accidentés. Après, voilà, on a été. Enfin bon, voilà, Michael Laurent, donc le Martiniquais qui a été fauché, s'en est bien sorti, heureusement, fort heureusement, donc tout va bien pour lui. Et voilà, on a pu faire que ça, quoi, malheureusement. On a pu faire que Après, ça. en termes de sécurité, est-ce que vous discutez quand c'est comme ça? Vous discutez un petit peu entre vous? Est-ce que je sais pas, est-ce qu'il y a des nouvelles mesures qui sont mises en place? Comment vous faites quand ça arrive? Ben, on essaye de mettre au maximum les mesures dès le départ. Donc, on a une voiture qui nous suit, bien sûr, avec un gyrophare. Après, là, ce sont vraiment les sorties club. Malheureusement, pour prendre le cas de Michael Laurent, ben, il était tout seul et c'était son entraînement. Donc après, chaque cycliste, en tout cas les cyclistes qui font vraiment des compétitions et qui ont envie de progresser, malheureusement se retrouvent tout seuls pendant la majorité de leur entraînement.
Donc ce sont des choses qui arrivent. Ouais. Alors, quels sont les moyens de sécurité quand on est seul, justement? Qu'est-ce qu'on peut faire sur un vélo ou sur soi-même pour avoir des éléments reconnaissables de jour comme... Justement, on est en train de mettre en place, donc, avec la DL et la sécurité routière, donc, un maillot fluo qui nous permettra d'être beaucoup plus visible. Donc c'est en production. Et donc après, c'est continuer à avoir des matériaux qui sont réfléchissants. Donc moi, j'utilise par exemple juste une petite diode, une petite lumière sur le... Une lumière rouge qui clignote parfois, c'est ça. Et vous pouvez avoir des brassards aussi réfléchissants. Oui, bon, c'est pas pratique, mais oui. Donc voilà, des diodes, des casques fluo, essayer de s'habiller de manière à être visible. Bien sûr, après, c'est faire attention quand on roule, bien rester sur le bord de la route, faire attention, prévenir le changement de direction, le changement de trajectoire, changement de route, et puis faire attention au comportement des automobilistes. Hyper attentif. En fait. Voilà, exactement. Il faut conduire, faut pédaler et on va dire conduire notre vélo en ayant conscience et en faisant attention aux autres, et donc du coup pédaler pour les autres. Tout à fait. Donc vous avez bien conscience finalement qu'en tant qu'usager vulnérable, vous avez vous-même des droits et des devoirs. C'est-à-dire que c'est pas seulement on attend que les automobilistes fassent attention à nous, mais nous aussi on doit indiquer quand on tourne, on se met de telle manière quand on roule en groupe. On a des voitures avec un flocage, je pense que monsieur Marie-Sainte, vous pourrez nous expliquer le projet que vous avez sur les voitures, indiquer tout pour que les automobilistes puissent s'adapter. C'est ça, donc comme l'expliquait Marc, tout ce qui concerne l'habillement doit être extrêmement visible. Donc sur ça, on a déjà commencé. Donc très bientôt, on va présenter donc les nouveaux maillots. Et comme vous le disiez à l'instant, toujours dans la démarche menée donc avec la sécurité routière à l'ADL, nous allons faire en sorte qu'il y ait un affichage, un rappel de l'information. Je pense que c'est à force de répéter qu'on va peut-être faire passer le message un peu mieux. Sur les lunettes arrière, en général, c'est la première chose que l'on voit lorsqu'on est automobiliste et qu'on arrive au niveau des cyclistes, qu'ils soient en groupe, petit ou imposant, et nous allons faire donc les messages de rappel, de respect de la distance, tous les messages de prévention qui fonctionnent bien, et nous verrons à ce que tout ça soit véhiculé aussi sur nos réseaux sociaux. Il y a des gens qui nous aiment, il y a des gens qui partagent avec nous cette passion. Il n'y a pas de raison qu'en semaine, même si certains sont à la fois automobilistes, comme on le disait, et cyclistes, il n'y a pas de raison ensuite qu'ils ne fassent pas un peu plus attention lorsque ce terrain devient notre terrain d'entraînement, le terrain de progression en vue des enjeux que nous avons sur les compétitions. Donc, vas-y. Face à ces enjeux, le comité cycliste régional de Martinique rassemble autour de la sensibilisation à la sécurité routière. Est-ce que vous discutez avec les autres clubs afin de pouvoir porter un message commun? Ou est-ce qu'il y en a un comme vous qui allez lancer une idée et en général, quand une bonne idée sort, elle peut être reprise par la suite? J'ai pas de doute qu'à ce niveau-là, déjà, la fédération fait un gros travail. Régulièrement, sur toutes les communications, elle se rappelle des règles essentielles de sécurité routière, donc relayées ici par le comité régional cycliste de Martinique. Et puis, c'est vrai qu'il y a des clubs qui ont des initiatives, et notamment en Martinique, mais également chez les pros. Et puis, moi, j'ai tendance à dire que prenons ce qui fonctionne bien. Et là, en l'occurrence, le maillot fluo, c'est un dispositif qui a été lancé cette année par l'équipe professionnelle de la Groupama FDJ. Donc, nous, on s'est dit que c'était peut-être l'occasion ici de refaire un peu la même chose et de voir dans quelle mesure il y avait tout cet impact derrière au niveau des autres clubs qui ont envie de faire également ces maillots fluo de cette couleur ou d'une autre. L'important, c'est d'être mieux vu. D'accord. L'objectif là, donc finalement, c'est encore une fois d'essayer de vivre tous bien ensemble la route, finalement. Tout à fait, le vivre ensemble. De la partager en fait, assez concrètement. Alors, je vous fais une remarque, vous allez voir, vous allez me dire si ce que je vous dis vous semble judicieux. Dans la foison d'aide à la conduite que proposent aujourd'hui les constructeurs automobiles, il y a tout, à peu près tout, sauf la reconnaissance des cyclistes. Alors qu'on pourrait avoir un système qui pourrait nous avertir, nous dire attention derrière il y a un cycliste, attention devant il y a un cycliste. Alors est-ce que vous êtes au courant de ça? Est-ce que vous avez entendu ou est-ce que vous avez vu des constructeurs se travailler la tête sur ce sujet-là? Pas vraiment. Pas dans l'automobile, mais bon, je n'ai pas entendu parler. Non, bon, alors tout à l'heure on aura le directeur de Toyota, on va lui poser la question pour savoir s'il n'y a pas. Mais je pense que c'est aussi un sujet peut-être à gratter, voir effectivement peut-être une start-up martiniquaise pourrait se lancer là-dedans. La reconnaissance faciale, on peut dire faciale, puisque là il y a un homme, il y a une femme, un homme sur un vélo, donc on pourrait le reconnaître facilement, je pense. Donc voilà. Après, l'objectif du club finalement c'est quoi? En dehors de la sécurité, parce que bon, il y a la partie effectivement dangereuse du vélo, on a bien compris, mais c'est le loisir par définition, le vélo. Le vélo, c'est s'évader avec ses propres moyens. Donc je voulais savoir, déjà bravo pour votre club, évidemment. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai, c'est le premier sport dans le cœur des Martiniquais. J'ai raison, je pense que je ne me trompe pas.
Donc dites-moi comment vit votre club, comment ça se passe, qu'est-ce que vous organisez finalement, en dehors des problèmes de sécurité? Oui, en fait, globalement, le club tourne autour de 4 grands projets. Donc, on parlait du triathlon, qui est un élément fort depuis 2011 chez nous. Nous avons beaucoup de VTTistes. C'est la plus grande proportion de nos pratiquants. Donc, pour eux, le risque, il est plutôt un risque de chute, mais le risque de choc est beaucoup moins important, sauf quand ils sont en liaison entre quelques zones escarpées. Et ensuite, donc, nous avons donc, les cyclistes. Donc les cyclistes, on en parlait, avec tous les risques que cela comporte. Et puis, nous avons bientôt le développement de la piste. Mais comme on le disait, dans le VTT, il y a toutes les formes. Ça va du coureur premier plan comme Marc Flavien à celui qui y va pour le plaisir. Donc on fait également la même chose en cyclisme. Il y a également des gens qui se font plaisir le week-end, comme d'autres qui ont des ambitions de gagner le Tour de Martinique, voire aller même au-dessus. Donc l'objectif pour nous, au niveau du club, c'est de donner l'occasion à celui qui a envie de faire du vélo de ne pas être limité, d'avoir ici la possibilité de pratiquer presque toutes les spécialités. On avait une réunion il y a 2 jours avec les gamins qui me disaient mais on n'a pas fait le tour, président, il faudrait qu'on se lance aussi dans le cyclocross. Donc, voilà, ils n'ont pas de limite, tout ce qu'ils voient à la télé, ils ont envie de le vivre ici, il n'y a pas de raison de ne pas leur donner l'occasion de vivre ça. Tout à fait. Alors toi tu es un super performeur, donc parle-nous un peu de ton sport finalement, comment ça t'est venu et surtout par rapport à la Covid, j'espère que je ne coupe pas dans ce que tu voulais faire. Si mais c'est pas grave. Ah pardon, excuse-moi, mais je vais te relaisser la parole. Non, je suis comme ça, moi j'adore le vélo aussi, donc je voulais savoir comment ça t'est venu et puis comment arrive la performance finalement, parce que est-ce que c'est que l'entraînement ou est-ce qu'il y a aussi un peu comme un pilote, un peu comme Steven Roseman où il faut placer la voiture, il faut réfléchir à la mécanique, il faut etc. Donc moi perso je viens du VTT, j'ai commencé par les VTT, par les champs, donc c'est une sensation tout autre que la route, c'est vraiment des sensations de... Même, je dirais pas de glisse, parce que la glisse c'est peut-être plus sur la route justement, mais en VTT on a vraiment les sensations de trajectoire, il faut vraiment choisir sa trajectoire, il faut faire attention à son matériel parce que on va pas aller avec le même pneu sur de la route ou sur des cailloux, sur de la boue, enfin bon, c'est vraiment très technique. Et après du coup je suis passé sur la route, où ben voilà, là je voulais la performance, je suis parti en métropole pour pour m'essayer au plus haut niveau. Ça a plus ou moins bien marché, bon il y a eu des années bonnes et des années moins bonnes, comme tout, voilà. Et donc oui, après c'est sûr que le vélo c'est la recherche de performance, donc physiquement il faut être au top, mais il faut être au top aussi mentalement. Et mine de rien, j'ai presque envie de dire qu'il faut être que le mental joue plus que le physique. Ouais. Parce que chaque cycliste s'entraîne, faut savoir, enfin, pour être bon cycliste en Martinique, il n'y a pas de hasard, il faut s'entraîner. Mais on est un cycliste bon, je dirais, en Martinique, il est 10 heures sur le vélo, donc aux alentours de 400 km par semaine là je parle. Donc après voilà, chaque cycliste en Martinique roule à peu près comme ça. Voilà, pour pouvoir être performeur et avoir des résultats, quelques résultats. Voilà. Ce qui va jouer, c'est vraiment le mental pour... D'accord. Alors, justement pour sensibiliser les personnes aux différentes, vous parliez des différentes formes que peuvent prendre le vélo, le VTT, tous les domaines finalement que les jeunes auxquels peuvent aspirer les jeunes, il va y avoir un boom du nombre de kilométrages des pistes cyclables, puisque c'est la première fois que la Martinique a été lauréate de subventions versées par l'État qui vont lui permettre de doubler le kilométrage de ces pistes cyclables, donc c'est très bien. Ça va toucher le sud, d'Orléans, Darley et Sainte-Anne. J'imagine que c'est quand même une satisfaction pour vous, sportifs, puisque ça va pouvoir sensibiliser peut-être des petits jeunes qui n'en faisaient pas, même des familles, et peut-être un jour viendront dans votre club par la suite. Oui, je crois que déjà de nous donner l'occasion d'améliorer le partage de ces infrastructures, c'est une très bonne chose. Et puis on est sur des infrastructures qui vont aussi servir à des touristes, des gens qui vont aussi découvrir la Martinique sous une autre forme, qui ont peut-être envie de ces déplacements doux et qui ont envie de profiter du paysage, de profiter de la température, comme ils le feraient dans l'Hexagone, avec en plus la chance d'avoir la mer et le soleil. Effectivement, la sortie verte en métropole devient de plus en plus importante. Il n'y a plus de raison de venir en Martinique que pour les plages, même si c'est important de venir pour les plages. Et après, je dirais même, on pourrait évoluer vers du vélo taf qu'on n'a pas ici, parce que c'est pas évident de sortir de chez soi pour aller au travail en vélo. Nous, pas tout le monde. Je voulais vous remercier en tout cas d'être venu dans l'émission. Oui, bien sûr. Au début des années 2000, on a eu la chance d'avoir également dans notre équipe d'école de vélo un très bon, aujourd'hui chroniqueur, spécialiste de course automobile, qui est Steven Roseman. Il était dans notre école de vélo. Voilà, il est discret.
suis sûr que ça lui a servi pour son futur métier de pilote, on va dire. En fait, ça a été ma première discipline. Et oui, de basculer dans le karting. Voilà, tout à fait. Mais justement, à ce niveau-là, je voulais moi aussi rappeler quand même 2-3 noms importants, si vous êtes d'accord, M. Marissan, vous êtes d'accord avec moi, je suis sûr. Je voulais rappeler l'importance de Roger Martial en 1965. Je voulais parler de Bernard Doussin, rappelez-vous, en 68. Ce sont tous des gens qui ont gagné, qui ont été vainqueurs du Tour de Martinique. Il y en a eu un paquet, même si sur les dernières années, il y en a un petit peu moins. Parce qu'il y a des gens de Guyane, il y a des gens qui viennent gagner le Tour de Martinique. Mais il y a eu aussi Fernand Néror en 71, Alfred Dufontis en 73, en 85, Philippe Montagnac, un très bon ami Philippe Montagnac, qui aujourd'hui est plutôt dans le monde de la nuit. Eh bien, il a été un de vos collègues, il a gagné le Tour de Martinique. Hugues Hierzo, Hervé Arcade en 2004, Willy Rousseau en 2008, Cédric Eustache en 2012, Cédric Eustache en 2014, Yolande Sylvestre en 2016 et Michael Stanislas en 2018. Il y a d'autres gros noms du vélo. Alex Carnier, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Carnier. Voilà. Edwin Nubul, je le prononce bien, hein, je ne me trompe pas. Hervé Arcade, Marc Flavian, Melvin Landerneau et Thierry Rago. Ce sont tous des gens qui ont apporté leur nom à quelque part, à un moment donné, à une époque, dans le monde du vélo. Merci à vous, messieurs, d'être venus. Merci. C'est vraiment un plaisir. On fait une petite pause publicitaire et on se retrouve dans un moment dans les experts auto. Et vous voyez que dans les experts automoto, on parle aussi de vélo, on parle de moto et de vélo. Et donc ça nous fait toujours plaisir. De cohabitation. Vous revenez quand vous voulez, bien sûr. À très vite. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Eh bien, on est de retour, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers auditeurs de Maxi. On est heureux de vous retrouver dans la bande AJM. Retour donc à l'hôtel Batelière pour l'émission grandautomobile.fr. Ce sont les experts auto sur Maxi, je vous le rappelle, 107.1, 107.3 FM. Avec Mélodie, avec Éléonore, avec Jimmy, avec Thierry, avec Steven Roseman. Et Jean-Marc. Avec Jean-Marc, c'est vrai, on oublie à chaque fois, mais c'est pas important. Avec le Crédit Mutuel Anti-Guyane, bien sûr. La super équipe de Speedy qui vous propose actuellement 30% de remise sur le freinage. Et il y a même 30% de remise sur un autre produit. Il faut le regarder sur grandautomobile.fr. Va donc chez Speedy. Merci, voilà. Avec Audi Martinique, notre voiture partenaire, et Roger Albert Distribution, boissons et épicerie fine. Alors, avant de démarrer la rubrique de Thierry, je voulais parler du magazine Entier avec qui on a passé un super accord, vous l'avez vu cette semaine, je vous en ai parlé. Donc tous les 15 jours, donc grandautomobile.fr fera un essai automobile donc, et le diffusera donc, sur le magazine Antia. Donc en ce moment, on parle beaucoup de politique, c'est normal, parce qu'il y a bientôt les élections. Mais donc il y a une bonne place de fête pour l'automobile. Et regardez, on a notre petite promotion, donc c'est sympa. On voit nos brouilles, pour ceux qui sont tombés amoureux de Thierry, par exemple, celles qui sont tombées amoureuses de Éléonore, ben voilà, vous savez, vous voyez ses beaux yeux, etc. Et avant de démarrer la rubrique de Thierry, moi je voulais souhaiter un très bon anniversaire à Éléonore, avec un peu de retard. Et donc pour ça, écoutez bien, pour ça, on a fait venir notre partenaire essentiel, c'est-à-dire on a fait venir monsieur Hervé Roas, qui est directeur général de Speedy, qui vient donc avec un petit présent. Et Hervé Roas, merci de jouer le jeu. Oh, c'est beau. Voilà. Alors je le décris, il est torse nu. Alors on va expliquer l'histoire du gâteau, bien sûr. On va la laisser souffler d'abord. Allez, un, Je deux. fais un vœu. Elle fait un vœu d'abord. Avoir des réductions chez Speedy à vie. Alors, Hervé, approche-toi un petit peu. Donc voilà, je voulais vous présenter Hervé Roas, que vous avez rencontré tout à l'heure. Hervé, donc, voilà, qui s'occupe en particulier de, comment dire, des centres Speedy. Mais tu peux nous dire où il se situe un petit peu les centres? Alors là, oui, un peu comme ça, en effet, oui, mais très bien, on s'adapte. Hein, c'est l'agilité, c'est très bien, c'est les joies du direct. Voilà, exactement. Je m'occupe des centres Speedy, donc qui sont sur la Martinique, et donc 2 centres au Lamentin, un centre à Rivière-Salée, un centre à Ducos et un centre à Chefchaouen. D'accord. Voilà. Donc on est plutôt sur la zone centre, là où il y a une forte concentration de personnes.
D'accord. Voilà. Ce que je voulais dire, moi je reprends le micro, donc merci de me l'avoir donné Hervé. Ce que je voulais dire, c'est que un des avantages de Speedy, vous l'avez peut-être remarqué, enfin moi je l'ai vu pour ce qui est du centre de Schœlcher, parce que c'est là que j'habite, c'est vrai qu'on a une proximité avec les personnes qui y travaillent, le personnel qui y travaille. Les gens sont très sympathiques, et c'est vrai que finalement on a l'impression que c'est le garage du coin, et c'est le garage du coin, et c'est très agréable de pouvoir aller se faire réparer. Merci la petite super technicienne. Elle est totalement discrètement, hein, t'as vu, hein. Et c'est vrai qu'on a ce côté proximité, je pense que c'est ton travail de pousser un peu ce système finalement. Alors oui, absolument, on fait un métier de service et pour moi l'homme est au cœur du service. Ouais. Et le client, ben, il faut être à son service, il faut l'écouter, écouter son besoin et puis l'accueillir et puis bien suivre son entretien, faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Exactement, c'est tout à fait le principe. Service. Voilà. Eh ben, Hervé, merci encore, merci pour Éléonore. Ça me fait très plaisir, c'était le 14 mai. Alors on a un peu de retard. Alors pourquoi on a fait un gâteau breton? Tout simplement parce qu'elle revient de Bretagne, elle était passée quelques jours en Bretagne. Parfait. Et donc elle a son gâteau breton. Donc maintenant tu vas le manger en live, ce qui est normal. Ah bah oui. Ah non, mais là, faut le couper en 1, 2, 3, 4, 5, c'est en 7 Comme ça, je vais en mettre plein par. Merci Hervé en tout cas. Je vous en prie. Et puis à très bientôt à toi. Merci encore. À bientôt. Donc Hervé Rouas, partenaire de l'émission. Alors on donne pas l'âge bien sûr d'une femme, vous le savez, ça se dit pas, mais on peut donner une fourchette, elle est entre 50 et 75. Voilà. Plus proche des 75. Plus proche des 75, c'est ça. Allez, bah après ce fabuleux anniversaire, c'était bien de le faire, c'était important dans mon AGM, quand ça sera votre anniversaire, on vous fera des petites surprises. En sachant que, eh bien, Éléonore vient d'avoir un cadeau, mais elle ne le sait pas encore. Seulement le cadeau, elle ne pourra pas l'utiliser avant malheureusement le mois d'octobre, tout ça à cause de la saison cyclonique. Donc Éléonore, on a le plaisir, moi, la société de production, la Belle Web, l'ensemble des chroniqueurs, de t'inviter à faire ton premier saut en parachute. Non. Oui, avec Colibri, qu'on aura sur le plateau au mois d'octobre. Il veut se débarrasser voilà. de moi. Il veut se débarrasser de moi. Je veux me débarrasser de toi avec plaisir, je te récupérerai en bas sans aucun souci, tu verras. Parce que moi-même j'ai été parachutiste dans ma vie, donc je sais que c'est un sport vraiment sans risque. Et tu vas voir, c'est des sensations extraordinaires que tu vas avoir. On sera là pour filmer, on sera tous là pour filmer. Ah ouais, et surtout sa tronche au moment où elle saute et la tronche au moment où elle arrive. Tu vois. Donc malheureusement, c'est à cause de la saison cyclonique, la société ferme, c'est logique, je les ai eu ce matin au téléphone, mais on a une réservation pour le mois d'octobre, donc tu feras ton premier saut au mois d'octobre. Tu viendras tout nous raconter. Tu vas pouvoir sauter maintenant de la batelière en live. Allez, on y va avec la rubrique, ça te fait plaisir. Merci. Au moins? Ah bah carrément. J'ai froid, bon. j'ai froid de peur. On va voir, on va te briefer. Là j'ai des... un peu plus bas. Allez Thierry, tu as des bonnes nouvelles à nous annoncer, je l'espère. Attention, parce que là je te promets, tu reviens pas dans la prochaine. Hein. Si tu nous annonces pas que les courses reprennent, que tout va bien, que raconte-nous là. Je ne suis pas Dieu, mais bon, j'ai de bonnes nouvelles. Le couteau sous la gorge. Néanmoins, avant de commencer, si vous me le permettez, en fait, je souhaiterais, comment dirais-je, le monde des courses, c'est pas tout beau, c'est pas tout rose. En fait, on a la mère d'un pilote et d'un copilote en fait qui est décédée avant-hier soir. Donc, on nous souhaite toutes tes condoléances. Un vrai hommage à cette maman qui est partie trop tôt. Juste à Israël, voilà. D'accord. On a su ça en fait sur le groupe des pilotes. Donc, on nous souhaite bon courage à lui, à l'ensemble de sa famille. Tout à fait. Ok, avec plaisir, on s'associe à toi pour cet hommage. Alors, les courses. Les courses, alors, concernant les courses, alors, ça reprend petit à petit. Donc, du coup, les courses, à partir du 9 juin, donc, il y a eu un décret national en fait, qui est censé, donc en métropole, c'est déjà reparti. Donc, néanmoins, en Martinique, le temps que la machine se relance, donc, les associations, les comités se sont réunis, ils ont fait leur réunion, le temps que la préfecture en fait, rebalance en fait, l'ensemble des compétitions qui avaient déjà été mises, donc il faut refaire les dossiers qui avaient déjà été faits pour les remettre en place. Donc, néanmoins, la préfecture se sont mis en relation avec les associations
Et donc du coup, ce que j'ai compris, c'est que la course au Saint-Esprit, par exemple, qui a lieu au mois de septembre, elle est déjà sur les plateaux, elle est déjà programmée. Le comité de l'ASAM, en fait, ils ont balancé un communiqué en disant que voilà, qu'ils avaient programmé un certain nombre de compétitions durant l'année. Donc là, le premier semestre n'a pas pu avoir lieu. Le deuxième semestre, en fait, donc ils ont relancé la machine puisque la plateforme numérique s'est réouverte. Donc du coup, ils ont relancé les dossiers et ils espèrent en fait avoir de bonnes nouvelles pour donc concrètement, si on a une bonne nouvelle, c'est quoi? C'est le retour de la course de Saint-Esprit, enfin le retour. La course de Saint-Esprit. La faisabilité de la course en fait. Donc après, c'est le temps que, comment ça s'appelle, comme je te dis si bien, donc que sur les plateformes numériques, que ça parte au niveau des mairies et tout ça. Mais ça devrait le faire normalement. Normalement, il y aura peut-être une éventuelle reprise pour septembre, après validation des dossiers. Voilà, tout à fait. Donc normalement la course de Saint-Esprit qui serait le 5 septembre. On est d'accord. Et le rallye régional de Madinina qui serait programmé le 9 octobre. Tout à fait. On est d'accord. Oui. Et voilà pour l'instant. C'est-à-dire que pour l'instant on a Azam mais on n'a pas Azatropique. Non, c'est ce que tu te disais. Là tu as que l'ASA Martinique parce qu'ils ont déjà repris des dates de courses pour poser des rallyes ou des courses de côte et l'Azatropique doit faire de même. Voilà. Après il reste toujours. En fait, c'est 3 mois de délai d'attente, donc il reste toujours dans le. D'accord. Donc en tout cas, le MRT c'est foutu, ça on le sait, il nous l'a dit. Mais il nous l'a dit depuis janvier. Mais par contre, on peut avoir des courses qu'en septembre maintenant. On ne pourra pas avoir de courses en juillet. Si. Éventuellement. Peut-être. Là, en fait, alors je parle au niveau en tant que deuxième vice-président de l'Azatropique. Ouais. Donc nous sommes réunis au sein du comité. D'accord. Donc là, en fait, on a relancé la machine. Donc nous sommes censés avoir des réponses assez rapidement. D'accord. Donc pour l'instant, on ne peut pas encore fixer de date pour dire que ça reprendrait et tout. Donc je reviendrai bien vers vous le plus vite possible pour nous le dire. Bon, effectivement. Mesdames et messieurs à vos glacières, donc quand même, préparez-les. Mais vous êtes plutôt positif, ça, normalement, c'est censé se faire. Ça part. C'est bien. Là, en fait, il n'y a pas que la course automobile, mais pratiquement les sports nautiques. En fait, donc la préfecture, les dossiers qui avaient déjà été déposés en amont. Donc en fait, certaines validations avaient déjà été faites, mais comme en fait il faut reprendre le truc à zéro, donc la préfecture en fait ont simplement demandé de remettre les dossiers et éventuellement. Voilà. Bon, c'est une question administrative finalement. Voilà. Donc ça peut aller très rapidement aussi. On part sur la formation, on y va. La formation. Alors rappelons-nous de ce qu'on avait dit la dernière fois, on avait parlé que tu étais formateur donc, pour les commissaires de route, les commissaires de course éventuellement, voire les directeurs de course. Directeurs de course, oui. Mais alors en fait, concernant la formation, donc c'est un programme national donc, qui est assez complexe donc pour chaque type de discipline. Donc il faut savoir qu'en tant que formateur, donc, je forme les commissaires de route. Donc éventuellement un petit rappel au pilote, puisque bon, un pilote effectivement donc il a les notes et le copilote a les notes, le pilote a conduit, mais en fait il doit quand même, les deux doivent savoir en fait ce qui se passe, parce que bon, on peut pas, éventuellement s'il voit quelqu'un avec un drapeau, il va pas lui faire coucou au bord de la route. Non, c'est sûr. Il y a des codifications, voilà, il y a des règles. Réglementé, tout à fait. Et un pilote aussi se doit en fait d'avoir, il y a un panel de panneaux à apprendre. Bon, en Martinique on n'utilise pas énormément, puisque bon, c'est pas comme en métropole, les infrastructures, la topographie n'est pas la même. Bien sûr. Mais on utilise quand même, ils se doivent quand même de connaître les drapeaux. Bien sûr. Donc les commissaires de route, donc la formation est très complète. D'accord. Donc on fait une formation sur l'année. Ou éventuellement, bon, pour ceux qui sont déjà en fait, qui avaient déjà commencé l'année au tout début, donc du coup c'est juste une remise à niveau, leur expliquer en fait, donc c'est une formation qui est très complète, donc sur ce que c'est la Fédération Française du Sport Automobile, une ASA, comment le type de fonctionnement d'une association. Donc il faut savoir aussi que on leur explique aussi comment dirais-je, tout ce qu'il y a à faire sur un véhicule et à ne pas faire, parce que les commissaires de route ont des droits mais ils ont des devoirs, et néanmoins aussi des choses qu'ils doivent faire, ils ne doivent pas faire en fait. C'est à peu près comme un gendarme, entre guillemets, pour imaginer un peu la chose. C'est-à-dire qu'ils vont voir un concurrent, ça peut être ils peuvent être en dehors de la compétition de très bons amis, mais il faut aussi avoir dissocié en fait quand on est en compétition et quand on ne l'est pas. D'accord, tout à fait. Bon, après c'est un peu du copain-copinage, mais c'est très encadré et voilà. Donc la formation en fait, c'est une formation continue nationale. Donc, après il y a 3 types de formation. Donc il y a la formation pour les commissaires B, donc c'est la mise en œuvre de la formation. Le B en fait,
c'est un petit peu plus évolué. Donc là, on a un petit peu plus de responsabilité. Et la formation du commissaire chef de poste en A est plus complexe. Et là, en fait, là, voilà, donc c'est assez moulu. Donc il y a de la formation sur l'incendie. C'est ça. Plus de responsabilité. Voilà. Tout à fait. Oui, parce qu'un des premiers dangers, quand même, je vais te laisser parler, hein, vas-y, mais 2 secondes. Mais un des premiers dangers, potentiellement, c'est que la voiture prenne feu, soit à l'arrêt d'ailleurs, soit avec un accident, soit dans un accident. Comme une voiture qui est chargée en carburant, etc. On l'a déjà vu d'ailleurs dans les courses. Donc c'est sûr qu'il faut avoir les premières réactions les plus efficaces possibles pour protéger nos pilotes et nos copilotes. Que ce soit en course ou sous les stands. Voilà, parce qu'en fait, il y a une réglementation où tu dois avoir en fait un instincteur révisé. Révisé, bien sûr. Donc tout ça est contrôlé par les contrôleurs et les contrôleurs sont formés par toi, en gros. C'est ça. Pas que par moi, parce que bon, je ne suis pas que. Pas tout seul, on est d'accord. Sur l'île, nous sommes que 3 formateurs. 3 formateurs, voilà. 3 formateurs, ça, c'est de l'information, c'est de la bonne information. Voilà, 3 formateurs. Nous sommes 3 formateurs. Donc, il y a Patrick Besselot, il y a Madame Alors, Patrick Besselot, qu'on connaît bien, voilà, qui roule en barquette, qui gagne une course sur 2, on va dire, parce qu'il se bat avec Akari. Mais bon, je veux dire, quand je dis il gagne une course sur 2, c'est pas méchant. C'est qu'ils se battent avec Akari. Donc il est aussi dans la sécurité. Il est aussi comme moi-même commissaire. Vous remarquez que c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire que les mecs qui bossent dans les courses sont dans le BTP, c'est des artisans, je veux dire, c'est souvent des chefs d'entreprise, c'est des gens passionnés déjà par leur métier, et on se retrouve forcément, on les retrouve dans des métiers passionnants, enfin dans des activités passionnantes. Éléonore voulait poser une question. Oui, quand tu parlais des différents niveaux là, c'est-à-dire que tu dois cumuler ou tu dois passer par l'un avant d'accéder à l'autre, ou tu peux directement avoir le plus de responsabilités possible selon ce que tu fais. En fait, c'est comme toi, je prends l'exemple, en fait, tu viens à débuter dans le sport automobile. D'accord. Tu vas commencer en fait en tant que commissaire C. D'accord. Et en fait, c'est en l'inverse enfin. Donc c'est C, B, A. Ok. Donc c'est-à-dire que en commissaire C, donc tu seras commissaire de route, donc tu seras autour de. C'est progressif en fait. C'est progressif. Okay. En sachant que commissaire B, donc là tu peux être adjoint, à un commissaire chef de poste, au cas où s'il n'y en a pas ou s'il y a plusieurs spéciales. Et le commissaire chef de poste A, donc c'est lui qui chapeaute toute son équipe en fait. Ouais, c'est très on est bon pour cette rubrique là et on est pressé par le temps, il faut qu'on y aille, donc forcément par définition, et on a une technicienne qui nous fait dire. On a terminé. Juste en disant que je reviendrai vers vous pour vous donner plus d'informations. Tout à fait. Avec sur les courses. Les courses, voilà. On attend ça avec impatience sur la prochaine émission. On peut applaudir Thierry pour ta rubrique. Merci encore. Je rappelle qu'on les attend sur le plateau dans très peu de temps. Dès que les courses démarrent, on va inviter à peu près tout le monde au fur et à mesure. On passe à une personne qui est importante pour nous aussi dans l'équipe. Elle est même très importante, Mélodie, puisqu'elle va parler de choses précises, pointues. Et là, en l'occurrence... d'occasion, de voitures d'occasion, du marché de l'occasion. Du marché de l'occasion. Ça, c'est pas... Alors moi, j'ai envie de commencer par une question pour vous. Avez-vous une idée des régions où l'on recherche le plus souvent une voiture à moins de 5 000 €? Donc une voiture pas chère, finalement. Donc d'occasion. Aux Antilles, tu dis Thierry? Dans le nord de la France. En Ile-de-France. Eh bien écoutez, franchement vous êtes pile poil dedans en fait, parce que d'après une enquête menée par Le Bon Coin qui nous délivre la réponse, donc c'est dans les départements d'outre-mer, en effet, Guadeloupe, Martinique en tête, et dans le nord également, les Hauts-de-France, voilà, qui se tournent le plus vers l'occasion. Et donc ça, c'est une enquête de Le Bon Coin, le site des bonnes affaires où l'on retrouve pléthore de voitures d'occasion et autres accessoires, meublements, etc. Alors, la voiture d'occasion sur Le Bon Coin représente l'une des rubriques, très important, l'une des rubriques les plus plébiscitées, en se plaçant à la 5e place des ventes en ligne. Selon le baromètre du site, donc, les consommateurs sont guidés dans leur recherche par le prix, par le critère pas cher. Donc. Et alors pourquoi je vous parle du Bon Coin pour commencer cette rubrique d'occasion? Parce qu'en fait le marché des ventes d'occasion est surtout vit surtout grâce aux particuliers en fait. Donc Le Bon Coin, site de particuliers, plus finalement que par que le marché des professionnels en fait. Et oui. Et donc j'ai envie de vous demander, est-ce que vous supposez pourquoi ça vit plutôt grâce aux particuliers plutôt que par le marché? Peut-être, alors peut-être par la catégorie des personnes qui cherchent de l'occasion. Je pense aux jeunes qui, lors de leur première voiture, vont chercher de l'occasion. En Outre-mer, pas mal de personnes qui sont de passage, donc peut-être qui cherchent des voitures qui n'ont pas forcément une grande qualité, mais ça va pas être des voitures familiales, ou donc elles vont de particulier en particulier. Steven, t'en penses quoi, toi? Non, mais c'est ça, je valide.
Vous vous êtes appelé juste avant, non? On est connectés. Franchement, c'est ça. T'es à 5G, t'es vacciné, non? Puisqu'en fait, si tu veux, il y a des gens qui rentrent, qui sont de passage pour 3 à 6 mois, et ils vont faire un achat de petits véhicules, et plus facile à revendre aussi. Donc, non, tout à fait. Et alors, une des autres raisons également, parce que vous avez raison sur ce point, c'est que les voitures les moins chères, donc les plus recherchées sur le marché de l'occasion, sont les plus anciennes, logique, elles coûtent moins cher. Or, les professionnels, eux, ne peuvent pas revendre des voitures les moins chères finalement, donc les plus anciennes. Pourquoi? Parce qu'en fait, en concession, on retrouve plus de voitures qui ont 5 à 6 ans dans le marché de l'occasion, parce qu'en fait, si le produit est trop ancien, il devient difficile pour eux d'assurer une garantie. Et le souci avec ces voitures pas si vieilles finalement, c'est que leur prix reste quand même élevé et proche finalement du prix des voitures neuves. Et mine de rien, les clients ils se disent autant mettre plus pour avoir du neuf plutôt que voilà. Alors donc, il faut savoir aussi quand même une chose, je te coupe Mélodie à l'instant pour te dire qu'il y a quand même 2 catégories de gens qui vont chez les professionnels. Pourquoi? Parce que le professionnel, lui, c'est pas qu'il rechigne à faire des voitures moins chères, il veut faire des voitures qui soient de qualité. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'offre proposée par rapport à la demande, c'est de dire si vous venez chez un professionnel, vous avez une garantie 6 mois minimum, vous avez une garantie constructeur si elle existe encore, et je vous rajoute une garantie supplémentaire que vous allez payer bien sûr mensuellement. Donc l'objectif du professionnel, c'est de proposer des véhicules de type récent pour être sûr d'avoir un véhicule qui roule de bonne qualité et que le client peut garder, on va dire 4-5 ans. Bien sûr, et puis, c'est important, et puis on évite aussi le risque d'arnaque également, qui est très courant évidemment de particulier à particulier, donc il faut aussi faire attention à ça. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a, c'est vrai qu'il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y en a quand même. Il y en a. Mais la loi est bien faite aujourd'hui. La loi est bien faite, tu sais, le contrôle technique, c'est difficile de passer. Il y a des petites astuces qu'il faut connaître. En fait, ils se sont aperçus qu'auparavant, le contrôle technique, les gens passaient outre les mailles du filet, mais donc ils ont dû aussi les mailles. Si vous voulez, il y a un phénomène qui se produit aujourd'hui, c'est on va sur les véhicules électriques, les véhicules hybrides, donc on va se retrouver avec un stock de véhicules à moteur thermique, voire moteur diesel, qu'il va bien falloir revendre. C'est-à-dire soit l'État donne des primes supplémentaires pour pouvoir les retirer du marché, et ça va le faire, je pense, ça va le faire à un moment donné, soit... On va tendre vers ça, vers le retrait de ces véhicules. Oui, mais à la fin de ma rubrique, je voulais justement vous demander que va-t-on faire justement de ces véhicules, parce qu'effectivement... L'autre réponse, c'est peut-être que justement des nouveaux professionnels, de nouvelles startups peuvent se mettre en place en Martinique et proposer la conversion des voitures diesel et thermiques en voitures électriques. Ça se fait déjà en métropole. Il y a des startups qui peuvent se monter en Martinique et proposer des moteurs électriques sur votre voiture actuelle thermique. C'est une alternative. C'est une alternative supplémentaire. Et je vous jure qu'on va y arriver. En fait. On va y arriver, ça peut être une solution. Et on peut laisser ça aux professionnels, mais ça peut être aussi des gens, des jeunes. Moi je pense à des jeunes qui ont envie de monter des startups et qui pourraient se lancer dans ce... Tu lances une idée là, effectivement, ce système-là. Impossible. J'invente rien, c'est fait déjà en métropole. L'État donne des coups de main d'ailleurs au niveau financier. Il y a des aides véritablement pour transformer votre voiture thermique en voiture électrique. C'est ça. Je te laisse continuer, vas-y, excusez-moi, j'ai fait la... Mais j'allais y venir, oui, les professionnels de l'automobile se défendent évidemment et ils sont importants sur ce marché, si bien que le marché de l'occasion à l'échelle européenne se porte mieux que celui du neuf, donc chez les professionnels, par rapport à, si on compare sur l'année 2020, donc l'année de début de la crise sanitaire. À la fin de l'année dernière, il s'était vendu près de 5,6 millions de voitures de seconde main, ce qui représente une petite baisse de 3,5%, alors que les ventes de voitures neuves, elles, ont chuté de plus de 13%. Donc finalement, ça marche toujours très bien. De plus, pour 2021, les ventes d'automobiles de seconde main devraient atteindre des sommets sans précédent, car s'il se vend en général 2,5 voitures d'occasion pour une neuve, là, on va passer à plus de 3 cette année. Ouais, c'est énorme finalement. On voit bien que ce marché est complètement en train d'exploser. C'est ça. Exact. Le Covid a fait que ça a ralenti un peu, c'est reculé pour mieux sauter en fait. Il y a 2 choses sur lesquelles ont sauté les professionnels de l'automobile, c'est les concessionnaires en particulier, c'est le service après-vente qui a considérablement évolué. Il faut savoir que dans certaines concessions, le chiffre d'affaires du service après-vente est plus élevé que le chiffre d'affaires des ventes de voitures neuves. Il faut savoir, il y a peu de gens qui le savent. Donc regardez l'importance du service après-vente et le marché de l'occasion. Donc il y a beaucoup de concessionnaires qui ont été un petit peu en retard dans ce domaine-là, qui se rattrapent, en Martinique en particulier, puisque c'est le marché de demain, le marché de l'occasion. Vraiment, c'est un marché qui est vraiment en pleine évolution.
Tout à fait. Donc déjà, bravo pour le choix de ta rubrique, c'est bien. Et du coup, j'ai une petite question pour vous encore. Quels sont, selon vous, le top 10 des ventes des voitures d'occasion en vente en France, les plus vendues, toute génération confondue, en marque, voilà. Dans le top 3, je mettrais au moins 2 marques françaises. Ah oui, moi aussi. Je mettrais les Clio. Steven, il doit savoir Steven. Moi, j'aurais dit... je pense, alors Renault ça vend très bien. Regardes. Non, c'est pas ça qu'il regarde. Renault ça vend très bien, Citroën. Tout à fait. Et après je pense que Volkswagen aussi. Volkswagen on dit Eh bien, vous êtes super, vous êtes trop bons. On a des experts Moi, auto. j'avais regardé. Vraiment experts auto. Donc Renault, évidemment, en premier, Renault Clio, Citroën C3, C4, Volkswagen également, la Twingo, la Mégane et les Peugeot également. Alors, et cette hausse, j'ai appelé des concessionnaires ici pour un peu leur demander leur avis sur ce marché. Et alors, selon l'un des managers que j'ai eu au téléphone de chez Toyota, cette hausse durant la crise, cette hausse qu'il y a eu des ventes d'occasion, serait pour lui peut-être illusoire. En effet, avec la crise, les ventes de l'occasion ont été élevées car le secteur, selon ses dires, le secteur touristique s'étant retrouvé en berne, les locations ne se faisant plus, il a fallu pour beaucoup d'entreprises de location revendre leurs voitures en fait pour survivre finalement. Donc finalement il y a eu une hausse, mais parce que finalement dans un autre secteur il y a eu une baisse. Des voitures de location revendues aux concessionnaires. Tout à fait. D'accord. Et je comptais ensuite finir par la question qu'on a déjà abordée, savoir une question qui me turlupinait beaucoup et j'ai trouvé très peu de réponses sur internet, à savoir par rapport à la loi effectivement qui interdit les véhicules d'ici 2040, des véhicules thermiques. Que va-t-il devenir que vont-ils devenir tous ces véhicules qui sont sur le marché? Donc on y a répondu quelque part. Sans avoir des bras de Jack, oui. Moi j'aimerais bien pour la bras de Jack. Allez, on arrête là, c'est d'accord, Mélodie, on arrête là. Est-ce que je peux donner des petits tips quand même, des conseils pour vendre sa voiture d'occasion quand même, on le fera peut-être à la prochaine rubrique vraiment parce qu'on est vraiment en retard. Par contre, on reste sur l'idée que ça deviendra des bras de Jack, donc on lance l'idée, pourquoi pas, une start-up pour monter des bras de Jack. J'adore l'idée. En tout cas, on fait une petite pause publicitaire, on applaudit Mélodie, merci encore pour ta rubrique. Et puis on se dit à tout de suite donc pour retrouver les experts auto sur Maxi 107.1 et 107.3. Évidemment. Il suit. Évidemment. Incroyable. À tout de suite. Ce sont donc les experts auto sur Maxi, 107.1 et 107.3 FM, Léonore. Donc merci à Léonore, donc justement merci à Steven, merci à Thierry, merci à Jimmy, merci à Mélodie d'être présent pour les experts auto, ça se déroule bien. On remercie le Crédit Mutuel Anti-Guyane, la super équipe de Speedy qui vous propose actuellement 30% de remise sur le freinage. Va donc chez Speedy. Vous connaissez vos trucs par cœur. Hein. Merci à Audi Martinique, voiture partenaire, et Roger Albert, distribution, boissons et épicerie fine. On est super content de recevoir aujourd'hui dans un petit moment Johan Petitpré qui va venir nous parler donc de son métier. Il va venir nous parler de Toyota, de Suzuki et de Lexus. Mais nous, on a eu la bonne idée d'aller essayer une petite citadine assez sympathique qui a été élue meilleure voiture de l'année. Et je laisse la parole à Jimmy qui va tout nous dire. Ouais, voilà, il y a un petit essai très agréable de la Yaris hybride. Et on va donc parler de cette 4e génération de Toyota qui en 20 ans d'existence est devenue une success story absolument incontestable. Après le premier modèle qui est sorti en 1999 avec quelques chiffres, 4 millions de Yaris produites depuis fin janvier 2001, soit à peu près la moitié de plus des 8 millions d'unités vendues dans le monde. C'est quand même exceptionnel. Depuis, encore une fois, je le rappelle, depuis 1999. D'ailleurs, à part JM et notre invité, M. Petitpré, qu'on recevra dans quelques instants, et Thierry. On va faire venir M. Petitpré, je te coupe un instant. On va faire venir Johan Petitpré, comme ça il participe. On l'accueille et il participe comme ça à l'émission entièrement. Voilà, juste là, Johan, t'inquiète pas, on fait ça en live, c'est pas méchant. Voilà, les auditeurs le savent. On reçoit l'invité, il s'équipe en 3 secondes
Et c'est parti. Et c'est fait. Donc Jimmy, vas-y, reprends alors. Donc, Oui, comme ça, il peut te contredire si tu veux. Ouais. Si tu dis une bêtise, lui, c'est tout. Ça met pas la pression. Donc on reçoit Joël Petitpré, donc on l'applaudit encore. Joël Petitpré, directeur de Toyota, Suzuki et Lexus. Jimmy, vas-y. Alors voilà, ma petite question aux invités, bien évidemment, monsieur Petitpré. Vous garderez la réponse pour vous. Et toi, tu réponds pas, hein, parce que la dernière fois, tu m'as sauté, ça va. non, chérie, bon bah allez, go. Qui parmi vous saura me dire où est produite la Yaris? En France? Oui. Ah, Oui, Mais où, Ah. où Ah. Alors, précisément. je laisse parler. Qui? Où? Comment? Oh mince, dans le nord. T'as soufflé. Il a soufflé la réponse. J'ai simplement lavé le doigt. Oui, c'est vrai, dans le nord. Dans le la nord. ville d'Aune, près de Dona. Valenciennes. D'accord. Voilà. Alors. Donc c'est un modèle fabriqué en France. Made in France. Ah, Totalement made in France. d'accord. Alors, Ça nous on plaît. continue un petit peu dans les chiffres. 18 000 exemplaires vendus en France en 2021. D'accord. 3 000 unités écoulées. Non, excuse-moi, 18 000 exemplaires vendus en Europe. En Europe. Parce que j'ai dit en d'accord. France, il me semble. En Voilà, Europe. 18 000 Ouais. exemplaires D'accord. vendus en Europe, mais ce petit point n'a pas repris. Mais parce que c'est quelqu'un de poli. Je te laisse parler. Je contrôle. 3 000 unités en France Ouais. en février dernier. Et pour la Martinique, malgré la période qu'on a malheureusement connue, dont on espère sortir bientôt, il y a eu 220 modèles vendus Ouais. En 2019. en 2019. En 2019. Voilà, 170 en Voilà. 2020, 170 en 200 220 en 2019. Voilà. D'accord. tout à Donc fait. on a des chiffres déjà pour 2020 ou- Alors 2020, on est en avance sur 2019. Bon, donc ça veut dire qu'elle est vraiment en pleine progression cette voiture. hein. Ouais, c'est bien. On est d'accord. C'est bien. Et donc, sur les 3000 unités vendues en France en février dernier, la Yaris se sort dans le top 10 des ventes françaises. Et elle s'intercale d'ailleurs avec panache à la 9e position devant deux autres productions franco-françaises Ouais. que sont le Peugeot 3008 et la 308. Ouais. Et respectivement 7e et 8e entre la Renault Mégane et la Twingo. En sachant qu'elle avait des résultats quand même extraordinaires en Ouais. termes de consommation, 3,8 au 100 3,8. km/h. Donc ça c'est juste C'est la exceptionnel. voiture sur le marché européen qui consomme le moins. Avec Bravo. 97 mg de CO2 au 100 km. 87 grammes. 87 grammes au kilomètre de. Donc c'est un record véritablement pour la catégorie. Véritablement. Ben, Et je pense que c'est une des idées pour acheter ce véhicule-là. C'est un des facteurs Ah bah oui, Bah, c'est c'est le principalement... record absolu de tous les temps en fait. de tous les temps. Voilà. Alors non seulement Toyota était précurseur dans le domaine de l'hybride avec les Prius en particulier, les deux premiers modèles de Prius, mais en plus de ça, vous affirmez véritablement Vous dans le excellez. domaine. Vous excellez. Ah, totalement. Oui, bah, c'est le principe même de Toyota, c'est le Kaizen, c'est l'amélioration continue. Là, on est sur la 4e génération d'hybride, donc avec 25 ans d'expérience derrière. Donc effectivement, ils ont réussi à baisser la consommation de l'ancienne Yaris qui était déjà excellente. La consommation a été encore abaissée de 20%. C'est une marche énorme. Mais toutes les nouvelles hybrides ont fait des progrès considérables par rapport aux générations qu'on avait il y a seulement 3 ans. Exactement. En sachant même en plus de ça qu'il y a de nouvelles informations qui arrivent, parce que l'hybride rechargeable aussi arrive maintenant chez Toyota. Alors, il y a des hybrides rechargeables chez Toyota. C'est pas vraiment le cœur du sujet chez Toyota. C'est pas vraiment le nerf de la guerre. Toyota, c'est un constructeur qui est très pragmatique. Et il regarde les chiffres, ils analysent. De fait, on constate que la plupart des utilisateurs d'hybrides rechargeables ne les utilisent pas correctement. En Angleterre, il y a 72% des propriétaires qui ne les rechargent jamais. Or, une hybride rechargeable, quand elle n'est pas rechargée, consomme plus qu'une voiture thermique. Donc ça, c'est une vraie information qu'on a. Le principe même de la recharge, c'est de la recharger. Partant de là, pour Toyota, l'idée, c'est quand même le cœur du sujet, c'est quand même l'hybride pour l'instant. Ouais, d'accord. Donc, Mais pour finir, j'ai vraiment très apprécié l'essai de la Yaris que j'ai eu l'occasion de faire avec l'ami Thierry. On a passé un bon moment à son bord. ouais. Mais c'est vrai que dans cette notion de conduite hybride, par rapport à toutes ces nouvelles technologies, on est vraiment amené en conduisant cette voiture à avoir un mode de conduite très écolo, très doux, très coolé. Ouais. Personnellement, j'ai eu les yeux quasiment rivés sur l'écran, sur l'afficheur, à regarder comment se rechargeait la batterie, Ouais, à très quel agréable moment. finalement quelque part. Et puis, En fait, on se prend au jeu en fait. tout à fait. Et puis il n'y a pas un bruit.
Il n'y a pas de bruit, on démarre, on n'entend rien. Ça, c'est le syndrome du nouveau conducteur hybride. Absolument. Je le reconnais. Jimmy, il est totalement dans ce syndrome-là, c'est clair. C'est un nouveau style de compétition. En fait, la compétition, c'est d'essayer de consommer le moins possible. Mais il n'y a pas que ça. Par exemple, à Paris, il y a des concours de plaquettes de frein. Les chauffeurs de taxi se challengent les uns les autres pour savoir celui qui va faire le plus de kilomètres avec un jeu de plaquettes. Parce qu'en fait, un des avantages aussi du système hybride, c'est que ça réduit considérablement les coûts d'entretien. Et un jeu de plaquettes, les taxis à Paris, ils font 120 000 km avec un jeu de plaquettes. Et d'ailleurs, on a vu récemment, on a parlé dans la dernière émission d'ailleurs des garagistes qui se posent un peu des questions parce qu'effectivement, dans les voitures toutes électriques ou les voitures hybrides, etc., il y aura moins d'entretien. Et certains garagistes privés, cette fois-ci, se posent des questions. C'est déjà un gros, entre guillemets, un gros problème pour nous au service après-vente, puisque effectivement, les véhicules hybrides génèrent beaucoup moins de services après-vente. À ça se rajoute la fiabilité légendaire de nos véhicules. Et donc, effectivement, notre service après-vente, on ne fait que des révisions et pas très cher. Alors, on va revenir au système de révision, parce qu'en plus de ça, il y a des horaires très spécifiques chez CCI Toyota. Donc ça, je voudrais vraiment qu'on en parle, parce que je pense que c'est aussi l'enjeu de demain. Mais moi aussi, j'ai des questions à vous poser, des questions-réponses à vous poser. On va voir si vous êtes aussi fort que nous sur le domaine. Savez-vous comment Toyota a commencé ? Si BMW, par exemple, a commencé par des moteurs d'avion, comment a commencé Toyota ? Quel était le métier de Monsieur Toyoda ? Puisque c'est Monsieur Toyoda et non pas Toyota. Vous allez voir que père et fils ont eu beaucoup d'importance dans l'histoire bien sûr du développement de la marque. Mais ils ont commencé par quoi ? Bien sûr, Johan n'a pas le droit de répondre. On peut regarder Wikipédia. Oui, Wikipédia. Alors, je suis sûr que je le sais. C'est une marque qui est très importante en Martinique. Il y a peu de gens qui connaissent vraiment l'histoire de cette famille qui était exceptionnelle. Et d'ailleurs, Johan Petit a donné 2-3 éléments sur la façon dont travaille cette famille. Mais elle a commencé à travailler dans le métier à tisser. Ouais, je le savais. Hein, le toyotisme. Voilà. Ça, en fait, c'est Monsieur Toyoda. On avait assez de voir sa mère galérer sur son métier à tisser. Ils ont mécanisé les métiers à tisser. Ils ont inventé les métiers à tisser automatiques. Comme Suzuki d'ailleurs. C'est la même histoire et qui viennent de la même région. Ce sont d'ailleurs des familles qui se connaissent et qui sont amies. D'où les participations croisées récentes entre les deux groupes. Et donc ils ont démarré dans les métiers à tisser. La société en fait Toyota, cette fois Motor Corporation, a été créée en 1937. Alors bon, pour moi c'est plus facile parce que je lis, mais j'avais déjà fait une rubrique sur l'instant auto sur Maxi, on avait parlé déjà de l'histoire de Toyota. Et donc c'est à cette époque-là, en 1937, qu'elle forge cette entreprise, sa culture d'entreprise basée sur finalement le non-stock. Hein, c'est-à-dire que l'idée c'était de produire suffisamment de voitures pour être vendues, mais pas surproduire des voitures pour pas stocker. Ce qui est une idée qui a été reprise finalement par tous les constructeurs derrière, tu vas nous le confirmer. Alors, le Toyota, c'est une entreprise qui est copiée dans toutes les industries. On apprend ça dans les grandes écoles de management, c'est ce qu'on appelle le TPS, le Toyota Production System. C'est utilisé par Airbus, Boeing, tout le monde. Ce sont les inventeurs du just-in-time. Donc en fait, l'idée est d'avoir des fournisseurs, des sous-traitants qui sont autour des usines. Donc Toyota a carrément sa ville au Japon, c'est un microcosme. Voilà, et donc tous les sous-traitants sont à quelques heures de route maximum. Et encore quand je dis quelques heures, c'est plutôt maximum 1 heure. 2 camions qui viennent de chez un sous-traitant ne prennent pas la même route au cas où il y aurait un accident pour pas que l'usine s'arrête, parce que c'est vraiment du juste à temps. Et donc il y a zéro stock. Et c'est non seulement le zéro stock, mais c'est aussi le zéro défaut. Les usines Toyota sont connues pour être très petites, très compactes par rapport aux usines des concurrents. Il n'y a pas d'emplacement pour les produits avec défaut. Quand on va en visite des usines automobiles, il y a un grand parking à côté de l'usine. Et puis dès qu'il y a une voiture qui sort avec un petit défaut, on la gare en attendant de régler ça plus tard. Chez Toyota, il n'y a pas de parking à côté de l'usine. Il y a 5 places à l'intérieur de l'usine, la 5e étant sur la chaîne de production. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a 5 voitures qui ont un défaut, la 5e bloque la production, tout s'arrête. C'est juste excellent quand même, donc ça montre un petit peu les ouvriers chez Toyota, chaque ouvrier sur la chaîne peut arrêter l'usine. Ils ont une corde qui court tout le long de la chaîne de production, ils appellent ça la on-down cord, et chaque ouvrier qui constate qu'il y a un problème peut arrêter l'usine. Rappelle-nous cette petite vidéo, tu sais, qu'on avait vue ensemble un jour. Tu te rappelles de cette vieille voiture qu'on avait retrouvée dans une décharge complètement pourrie par l'extérieur, je veux dire, avec un moteur à peine vivant,
Et là, le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute un peu d'essence, il met un peu d'huile. Il y en a plein sur Internet. Il y en a plein sur Internet et il redémarre la voiture. C'est une Toyota. Il y a une émission anglaise célèbre où il jette un Hilux d'un building. On en a mis une aussi sur un building qui allait être détruit, donc ils font exploser le building, la voiture tombe et il la redémarre. Et la redémarre quand même, ça c'est Toyota. Donc quand même, on peut dire quand même que c'est une voiture fiable. Je veux dire, quand on le dit, on ne se trompe pas. Il y a des voitures un peu moins fiables, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le marché. Là, c'est des voitures qui sont réellement fiables. Toyota, on parle beaucoup du prix des voitures, etc. Mais Toyota, le credo, c'est ce qu'ils appellent le TCO, Total Cost of Ownership, le coût total d'utilisation pour un constructeur. Donc une voiture, on la revend. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on achète pour revendre. De nos jours, c'est devenu plus fréquent. On peut même revendre ses vêtements, mais voilà, on peut vendre de l'immobilier, mais on vend aussi sa voiture. Donc déjà, il mise sur le fait que la qualité va permettre une meilleure revente. Donc la différence entre le prix d'achat initial et le prix de revente est faible. La plupart des gens qui ont eu des Toyota le savent, ça se revend très très bien, très facilement. Et puis le coût global d'utilisation est faible, c'est-à-dire peu de pièces détachées à acheter parce que les voitures sont fiables, la très très bonne longévité. Et puis toujours ce souci d'avoir des voitures qui consomment le moins. D'ailleurs, avant que Toyota n'invente l'hybride il y a 25 ans, je ne sais pas si les gens qui connaissent les vieilles Toyota se rappellent qu'il y avait deux petits voyants qui indiquait si on était vert et orange, à quel niveau on était. Voilà. Donc c'est pas d'aujourd'hui qu'ils ont une conscience écologique. Alors justement, malgré tout, il peut y avoir des petits problèmes techniques, ça arrive, il y a déjà les révisions seulement à faire. Et là, je trouve coup de génie de CCI Toyota, de Cyril Comte et de son équipe, vous en faites partie bien sûr, c'est de dire on ouvre le service après-vente jusqu'à 21h. Exceptionnel. Ouais. Alors oui, c'est dans l'ADN de Toyota, c'est-à-dire qu'il faut utiliser au maximum les assets qu'on a, c'est-à-dire nos ponts, notre local, plutôt que d'aller faire d'autres choses. Il faut optimiser l'utilisation de ce que nous avons déjà. Donc on a deux équipes. Donc notre atelier est sur 2 shifts et on est ouvert de 7h30 à 21h. Après voilà, c'est pour permettre aussi aux différents usagers qui travaillent de venir après Le Mans pour pouvoir les faire réparer potentiellement sa voiture. Alors, chez Toyota, pour rebondir sur le sujet de l'hybride, on a constaté un bienfait là, maintenant que les hybrides représentent plus de 70% de nos ventes, c'est que les révisions sur les hybrides, ça va très vite. C'est très rapide, donc vous pouvez venir à 18h et puis à 20h vous êtes parti. Donc les gens viennent, après le travail, ils s'arrêtent. En rentrant chez eux, ils s'arrêtent, ils viennent faire réviser leur voiture, ils regardent la télé un petit moment et puis ils rentrent chez eux. Donc à préciser que le Jimmy, pas le Jimmy parce que je vais en parler dans peu de temps, mais la Yaris, vous l'avez essayé donc tous ensemble, et donc l'essai de la Yaris est sur grandautomobile.fr et sur GT Auto. Vous l'avez apprécié, on y reviendra sur cette voiture de toute façon. Mais je voulais dire que chez Toyota, il y a bien sûr la Yaris qui fait l'actualité aujourd'hui parce que c'est la voiture élue de l'année, et Dieu sait sur beaucoup de critères. Mais il n'y a pas que ça, il y a le RAV4 hybride qui est aussi présent sur grandautomobile.fr en termes d'essai, mais le RAV4 c'est un des modèles que vous vendez sans doute le plus. On a quelques chiffres, on a quelques résultats. Le RAV4 ça se passe très très bien en ce moment. Sur les 10 voitures hybrides les plus vendues aujourd'hui en Europe, il y a 4 Toyota. Le RAV4 étant en 10e position, la Yaris en première, 3e position vous avez la Corolla, le CHR en 5e. Et puis nous on intègre aussi là-dedans la Suzuki Swift, qui est 8e meilleure vente en hybride en Europe aujourd'hui. Et on a essayé un petit modèle, le Jimny, donc c'est pour ça que je confondais tout à l'heure, enfin sans le vouloir. On a essayé ce petit 4x4 improbable, quasiment introuvable en Europe d'ailleurs, même si ça revient un petit peu je crois, mais... Non, la production du Jimny en véhicule particulier est arrêtée depuis 2 ans en Europe. Et nous, on a la chance de les avoir encore jusqu'à la fin de cette année. Voilà, c'est on va dire le monde à l'envers. On ne peut avoir en Martinique une voiture qui n'est plus disponible en Europe. Mais la production, voilà, elle est d'ores et déjà arrêtée. J'ai des véhicules en commande qui vont arriver. J'ai encore 2-3 bateaux qui arrivent, mais à la fin de l'année, c'est fini. Alors, est-ce que c'est avec ce monsieur, parce qu'on parlait l'autre fois d'autres invités qui étaient présents, qui avaient des expériences dans le domaine de la voiture, etc., qui étaient champions, etc. Mais est-ce que ce monsieur a fait des études à Harvard, quand même? On peut le noter, quand même. Bravo, ça c'est... Non, ça veut dire que, si vous voulez, encore une fois, cette émission, la bande indienne, elle est faite pour ça, elle est faite pour inviter des gens qu'on apprécie. Alors, on se voit pas, on se voit une fois tous les 15 jours en moyenne, on se dit bonjour parfois sans se parler, parce que bon, voilà, moi je fais des essais, mais je vois, comment je vois Joanne Petit
Petit Prix, vous avez en face de vous, comme quelqu'un qui réfléchit en fait, quelqu'un qui est dans la stratégie. Et il est derrière son ordinateur, il pense, il réfléchit, il va de temps en temps au Japon. J'aimerais bien y aller avec lui d'ailleurs un de ces jours, pour faire des essais, hein, bien sûr, au Japon. Mais voilà, est-ce que c'est ça finalement ton job de directeur de cette marque? Est-ce que c'est définir la stratégie? Comment ça se passe en fait ton métier? Oui, après chacun. Alors moi j'ai une chance. J'ai une chance en même temps, je ne sais pas si c'est une chance. Je ne suis pas du tout formé dans le milieu de l'automobile au départ. J'ai appris tout seul. J'ai appris tout seul en lançant la marque Hyundai en Martinique. Voilà. Ouais, j'ai lancé la marque Hyundai en Martinique. Et donc comme on m'a parachuté là, j'avais 22 ans je crois. Donc puis voilà. Et avant ça j'ai lancé la marque Hyundai. C'est Monsieur Aubéry qui m'avait fait confiance pour ça. Et donc j'ai une façon de faire un peu différente. T'as pas les inconvénients, peut-être les défauts des gens qui connaissent trop bien l'automobile peut-être? Non, il y a des mérites à apprendre les méthodes traditionnelles, mais en gros, ce qui était peut-être un handicap au départ m'a permis peut-être d'avoir un peu plus d'audace ou un regard un peu différent sur certaines choses à certains moments qui ont fait que ça a marché. Comme le fait là, d'arrêter les diesels très tôt, ça fait 7 ans qu'on a arrêté les diesels, pour partir directement sur l'hybride, alors que mes collègues de Guadeloupe focalisaient encore beaucoup sur le diesel. Et voilà. Pourquoi? Parce que mon idée, c'était qu'on n'avait pas d'avenir avec une stratégie qui n'était pas alignée avec celle du constructeur. Donc j'ai aligné ma stratégie sur celle du constructeur, même si ça a été compliqué. Des radios, pour expliquer ce que c'était que des véhicules hybrides, j'ai dû en faire 30. Oui, c'est ça. Faire 30 émissions de radio, j'en ai fait à 5h du matin, j'en ai fait, voilà. Et au début, les gens, toutes les questions qui revenaient, oui, mais moi j'habite en appartement, je ne pourrais pas recharger ma voiture, voilà. Et encore aujourd'hui, hein, après 10 ans, c'est toujours... Et nous aussi, on n'arrête pas d'expliquer ceci. Mesdames et messieurs, on a reçu Johan Petitpré, directeur de Toyota, Suzuki, Lexus en Martinique, qui nous a fait le plaisir de venir. Merci encore en tout cas d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci de nous avoir prêté cette voiture qu'on a essayée, qui était vraiment au top. Là, il y a la petite Yaris. Elle est disponible sur grandautomobile.fr, je le redis, et sur GT Auto sur YouTube. On peut l'applaudir, on lui dit un merci. Merci beaucoup. À très bientôt, j'espère. Tu peux encore rester un petit moment avec nous. Je voulais donc remercier vous tous pour les experts pour cette deuxième émission. On est déjà à la deuxième. Donc merci à Audrey de Dibel Vidéo à la technique. Merci à Léonore. Donc comme je le disais, merci à Mélodie, merci à Steven, merci à Thierry, merci à Jimmy, merci à nos invités. Johan Petitpré vient de nous quitter de CCIE Toyota et Eddy Marie-Sainte. Merci à Audi Martinique, merci à l'Hôtel Batelière de nous recevoir si joliment, et c'est vrai qu'ils nous reçoivent bien. On a bien mangé aujourd'hui en plus. On va aller manger un buffet à l'hôtel cette fois-ci, ils n'ont pas à l'hôtel de la plage. Ouais. Donc merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, fidèle partenaire de grandautomobile.fr. Merci à Hervé Rouas, qu'on a vu tout à l'heure, qui a eu le plaisir d'offrir son gâteau mariachi pas terminé. On va y veiller à la fin. Qui supervise donc Speedy en Martinique et ses belles équipes dans chaque centre. Allez donc chez Speedy. Cette émission est télévisée dès ce soir sur GT Auto Martinique sur YouTube, bien sûr. Rendez-vous vendredi 2 juillet à la même heure, 18h-19h. Nous recevrons la chanteuse Orlane. C'est sympa, avec Thierry Lozéa, des chocolats Lozéa. Nous serons dans une émission spéciale éco-mobilité. On fera le point sur l'hybride rechargeable, l'hydrogène. On fera les points sur les bornes de recharge. Ça, c'est toi, Mélodie, je te conseille de vraiment te lancer là-dessus à fond, parce que c'est tout le monde attend comment dire, que tu nous dises où on en est. Je promets de bien bosser ma chronique. Bon, c'est important, les bornes de recharge en Martinique, où on en est. On recevra aussi Jean-Marie Jeunhomme, directeur général du groupe Citadel de Cyril Combe. Donc c'est la même société que Johan, c'est son directeur général. À cette occasion, donc toute la bande AJM fera l'essai de la IC4. Donc c'est Jimmy qui va s'y coller avec Orlane. En plus, tu as de la chance quand même. C'est quand même un drôle de métier. Tout seul avec Orlane. Tout seul avec Orlane. Je serais peut-être un peu avec toi quand même, pas de chance. On vous aime, amis auditeurs et téléspectateurs. Merci d'être de plus en plus nombreux, c'est vrai, à nous rejoindre sur grandautomobile.fr. On fait plus de 20% à peu près. Et sur Maxi Martinique. Je rappelle aussi qu'on a de l'occasion sur grandautomobile.fr. Tu n'as pas fait. Vous savez combien on a de vues par voiture d'occasion en moyenne? 10 000 vues par voiture d'occasion. Donc c'est pas inintéressant. Vous pouvez nous joindre par mail, la bandeajm@orange.fr. Restez à l'écoute de Maxi Martinique et restez connectés sur grandautomobile.fr, l'automoto de Martinique. Merci Jean-Marc. À bientôt, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Arrivederci.